Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On l'attendait depuis presque un mois, c'est désormais officiel. Après Alpine, c'est donc chez Haas qu'Esteban Ocon va poursuivre sa carrière. Une signature peu surprenante donc, puisqu'on en parle depuis un petit moment, mais qui fait un petit peu débat et justement on va essayer d'analyser la situation pour savoir quoi en penser. Évoquons d'abord Haas et à mon sens, cette signature est vraiment une aubaine pour l'écurie américaine. Le premier constat pour l'écurie américaine, c'est qu'après avoir perdu Hülkenberg, qui est son meilleur pilote, eh bien Kevin Magnussen est en difficulté, et ce, je le dis depuis la deuxième partie de la saison 2022, et là, pour la deuxième saison consécutive, on peut le considérer parmi les 3 pilotes qui livrent les prestations les moins solides. Alors il y a certes toutes les erreurs, les excès, les points de pénalité, etc. Mais pour moi, ce n'est pas le plus grave, le plus dérangeant, c'est plutôt le manque de performance le samedi comme le dimanche. Voilà, il n'y a pas photo face à Hülkenberg, 5 points contre 22, 11-4 en qualif, 0 passage en Q3 contre 7, voilà, il n'y a vraiment pas photo. Si les 2 pilotes Haas avaient le niveau de Magnussen, eh bien l'équipe serait plutôt en train de se battre avec Williams pour la 8-9e place que potentiellement avec Racing Bulls, comme elle le fait grâce aux gros points marqués par Hülkenberg. Ce n'est pas la catastrophe, mais pour moi, par rapport au niveau du plateau, c'est largement insuffisant et je pense que Haas devait s'en séparer, ne pas le renouveler, et je suis satisfait qu'ils aient eu la froideur d'esprit de le faire, qu'ils ne se soient pas laissés avoir par le côté humain. Ça aurait pu être un obstacle, parce que c'est quand même une décision qui est assez dure à prendre en interne, mais pour moi, c'est la bonne. Bravo à Komatsu et à tous ceux qui bossent sur ce sujet. Ensuite, le dernier constat, c'est que selon moi, sur le marché, il y avait des pilotes plus performants que Magnussen, à commencer par Sainz, qui aurait été un rêve, mais visiblement, il n'était pas intéressé par Haas. Et donc pour moi, le meilleur disponible pour Haas, c'était bel et bien Esteban Ocon. Donc excellent coup pour l'équipe, qui devient d'ailleurs le premier vainqueur de Grand Prix à rouler chez Haas. Mais voilà, surtout Esteban Ocon, c'est bien plus que ça. Avec ses 3 podiums et ses 150 Grands Prix, il a désormais une très belle expérience. Il arrive aussi à maturité, fort d'une carrière démarrée déjà en 2016, qui est passée par 4 écuries et qui a été marquée par une année sabbatique qui aura été fondamentale. Et on peut aussi dire qu'à 28 ans l'an prochain, Esteban Ocon va passer tout partie de son prime chez Haas. Et ça, c'est une belle révolution pour l'équipe qui jusque-là avait principalement eu des pilotes soit très jeunes placés là un petit peu de manière contrainte, soit des mecs en fin de carrière. Là, c'est un vrai mec dans la force de l'âge qui rejoint l'équipe. Il a déjà prouvé être capable d'excellentes choses, évidemment, notamment avec des voitures du milieu de peloton, et en plus il brille, je dirais principalement par sa propreté et sa régularité. C'est des qualités fondamentales pour piloter une Haas, et on pourrait évidemment aussi parler de son retour technique que je trouve personnellement très bon, qu'il a été développé chez Mercedes et qui s'est avéré utile plusieurs fois, notamment pour détecter des châssis qui avaient des soucis. Ça s'est vu aussi chez Alpine. Bref, tout ça, ça en fait un pilote vraiment extrêmement complet pour Haas. Oui, mais récemment, l'ambiance n'est pas bonne autour d'Esteban à cause du débat sur son côté team player, une critique assez ancienne qu'on lui faisait déjà au temps de Perez, puis de l'accrochage avec Verstappen. Ça a été évidemment ravivé par les histoires avec Fernando Alonso et c'est complètement en feu sur la place publique depuis l'incident de Monaco avec Gasly. Il n'y a qu'à voir les commentaires qui parlent de sa potentielle arrivée chez Haas après le départ de Magnussen pour constater la folie furieuse qui s'est emparée des réseaux au sujet d'Esteban. Penser que Magnussen est meilleur ou que Esteban est une vraie menace pour l'équipe, c'est complètement dingue. À mon sens, c'est pas mal alimenté par les récents fights, notamment vis-à-vis des fans d'Alonso, mais aussi par des médias, notamment britanniques, qui ont été souvent enclins à marcher un petit peu dans le cliché. Mon avis rapide, c'est qu'évidemment, la réalité d'Ocon sur ce sujet, elle est bien plus nuancée. On va pas refaire tout l'historique avec Perez, avec Verstappen ou avec Alonso. Et c'est vrai que s'il a parfois répondu de manière un petit peu trop forte et qu'il a, c'est vrai, une part de responsabilité dans certains des accrochages, il a parfois désobéi, c'est un pilote dur. Il faut aussi dire qu'il a souvent été victime d'abord des coups de folie d'un Mexicain qui est, selon moi, bien plus grave que lui sur ce sujet-là, et il a aussi été un peu la victime de la roublardise de Fernando Alonso, voilà, qui a un petit peu parfois essayé de tourner les choses à son avantage. Par contre, il ne faut pas nier qu'Esteban est un pilote dur avec ses coéquipiers. Je pense à la phrase de James Valls après l'accident de Monaco. Il a appelé Esteban pour lui dire qu'effectivement, selon lui, c'est quand même un team principal, un des 10 teams principaux, donc son avis compte, eh bien, il plaçait le curseur un petit peu trop haut face à son coéquipier. Il a parfois dépassé les limites, c'est vrai, mais c'est certainement pas un pilote malsain ou destructeur d'équipe. Voilà, je pense qu'il faut arrêter la folie à ce sujet. Au contraire même, j'ai toujours pensé moi personnellement que le profil d'Esteban était un profil
parfait du point de vue de l'équipe, à la fois sur son niveau intrinsèque, mais aussi sur sa propreté et sur ses qualités de travailleur de l'ombre. Donc j'espère sincèrement que cette critique, qui selon moi largement faussée, exagérée, n'est pas en train d'atteindre son image. Je ne sais pas si dans le paddock que les gens commencent réellement à penser ça ou si c'est juste une lubie sur les réseaux, mais en tout cas voilà, pour Esteban, il va quand même falloir désormais faire amende honorable. Je ne sais pas à quel point cette critique est injuste, mais il faut bien finir l'histoire avec Alpine et bien démarrer celle avec As, puisque sur ce sujet-là, malheureusement, juste ou pas juste, mais il n'a plus de joker. Et puisqu'on parle de coéquipier, évoquons le prochain coéquipier d'Esteban, Oliver Biermann. Je n'ai pas encore réagi à son arrivée chez As, évidemment faite via le biais de Ferrari. Un jeune pour As, première vue, c'est que c'est très surprenant vu le passif de l'écurie et le fait que récemment elle avait dit qu'elle n'en voulait plus. Ça montre simplement qu'elle change par rapport aux années Steiner, et c'est aussi le symbole que le deal avec Ferrari est très très étroit, hein, c'est clairement. Alors oui, sa saison de Formule 2 n'est pas bonne, je suis le premier à dire cela, clairement, et la comparaison avec Cantonelli est franchement un petit peu inquiétante, surtout ces derniers temps, mais il faut aussi rappeler que Prema galère vraiment beaucoup, et que la F2 c'est une jungle où le classement par points ne veut pas tout dire, mais oui, c'est largement insuffisant pour Biermann, et sans sa perf à Jeddah, je pense qu'il n'aurait pas ce siège en F1. Mais bon, il a aussi pas mal de qualités dans le CV, notamment le fait qu'il va arriver en F1 bien préparé, parce que déjà biberonné par Ferrari, mais aussi parce qu'il aura fait quasiment une dizaine de FP1, notamment chez As, où quasiment dès le début, tout le monde a dit qu'il avait bluffé les ingénieurs. Et puis voilà, pour moi, Biermann, c'est juste un immense talent, il l'a montré en F3, il l'a montré sur sa première saison de F2, voilà, son parcours junior, et il faut le dire aussi, ce qu'il a fait dans la Ferrari à Jeddah, même si c'était qu'une fois, clairement, ça parle pour lui, donc c'est logique qu'à un moment donné, un jeune comme ça, on ait envie de le tester en Formule 1. Pour moi, c'est normal. En vrai, pour As, c'est bien, ça va lui apporter, je pense, une nouvelle image avec ce nouveau duo, ce nouveau management. Il y a pas mal de choses positives qui sont en train de se retourner sur As, et je pense que Biermann va participer à ça. Et en plus, je pense qu'ils ont l'opportunité de faire avec lui ce que Sauber avait fait avec Leclerc, un jeune pilote performant qui attire la lumière. Et en plus, je pense qu'ils peuvent le garder suffisamment longtemps pour que ça devienne vraiment intéressant pour eux, parce que pour l'instant, c'est un produit Ferrari. Et chez Ferrari, il y a un duo Hamilton-Leclerc qui, je pense, va occuper le terrain pendant un petit bout de temps, donc Biermann va pouvoir bien rouler chez As. Bref, je pense que c'est vraiment une recrue qui fait beaucoup de sens, et surtout, qui forme un bel équilibre avec Ocon. Donc pour conclure, je dirais que As a fait un top recrutement et que malgré le fait qu'ils aient perdu Hülkenberg, qui est largement leur meilleur pilote, eh bien ils sont quand même à considérer comme l'un des gagnants de ce mercato. Du point de vue d'Esteban maintenant, le choix fait un petit peu plus débat, signé chez As, tout le monde ne comprend pas forcément, donc on va essayer de reprendre les choses dans l'ordre. D'abord, il devait quitter Alpine. Non seulement certes car il en a été débarqué d'un commun accord si on peut dire, mais surtout à mon sens car il arrivait au bout de son histoire avec la structure française, au bout de 5 saisons dans une équipe qui n'arrive toujours pas à décoller, qui a de gros soucis, qui tourne un petit peu en rond, et au bout aussi d'un duel avec Pierre Gasly qui, quoi qu'on en dise, devait se terminer pour le bien de l'équipe mais aussi des deux pilotes. Et alors que Renault s'apprête potentiellement à changer drastiquement, que l'écurie s'apprête à revivre potentiellement de nouvelles grandes restructurations, eh bien je pense que Esteban Ocon lui aussi a besoin d'écrire une nouvelle page, loin d'Enstone, loin de Viry. Dans ce moment-là de sa carrière, je pense qu'une séparation était nécessaire et lui sera bénéfique. Il a besoin d'autre chose. Ensuite, où pouvait-il aller? Eh bien déjà, premier constat, pas chez Mercedes qui est focalisé sur Verstappen ou Antonelli et qui, si jamais aucun des deux ne peut venir, prendrait sûrement Carlos Sainz. Bref, malgré des liens absolument évidents et un profil qui pouvait coller, voilà, ce siège n'est pas accessible pour Esteban. Et donc, il lui restait As, Williams ou Sauber, et commençons donc avec Sauber qui est aujourd'hui dans un immense flou après avoir été la bonne équipe à rejoindre potentiellement sur le mercato en vue de 2026. Eh bien, ils perdent toutes leurs pistes une à une, plus personne ne semble vouloir venir, et là, ils viennent tout juste de virer Seidel qui devait être la tête pensante du projet, placé en amont pour avancer les pions pour Audi, tout ça pour le remplacer par le retour de Mattia Binotto. Bref, aujourd'hui, on n'y comprend plus rien, les rumeurs sont de moins en moins élogieuses, et petit à petit, ce projet a perdu toute sa cote. Esteban avait pourtant été un des premiers noms liés dans les rumeurs à Audi, mais aujourd'hui, alors qu'il est pourtant libre et à la recherche d'un nouveau projet, eh bien, il ne s'est pas tourné vers ce siège à prendre chez Sauber/Audi. Il n'y a pas été, preuve des difficultés claires du constructeur allemand à séduire. On peut le dire,
il y a une immense crise de confiance à l'égard d'Audi aujourd'hui. Devoir passer une saison 2025 qui s'annonce extrêmement difficile chez Sauber n'aide pas non plus, on a déjà fait ce constat, mais signer pour Audi, c'est sacrifier une année, puis ensuite faire un trop gros saut dans l'inconnu qui risque de prendre en plus du temps. Il n'y a tout bonnement aucune garantie et ça refroidit, surtout un pilote qui a beaucoup à perdre puisqu'il est dans son prime comme Esteban. C'est un défi qui me semblait absolument mal collé avec les aspirations du Français. Concernant Williams à présent, eh bien ça a chauffé très fort puisqu'on a eu la confirmation d'Esteban lui-même qui a, je cite, fait un test pour voir comment il se sentait dans la voiture. Apparemment, l'idée c'était de le faire remplacer Sargent là, dès la mi-saison 2024, pour ensuite partir sur un contrat sur du plus long terme. Finalement, ça ne s'est pas fait. Qu'est-ce qui a bloqué? Est-ce que c'est Mercedes avec Antonelli? Est-ce que c'est Alpine qui a mis un stop? Est-ce que c'est Esteban qui a voulu autre chose? On ne sait pas, mais toujours est-il que les liens d'Esteban avec Williams ont été très concrets. Williams, c'est un géant en reconstruction, avec un projet attirant et un boss ambitieux et moderne qui a d'excellentes relations avec Esteban. Bref, c'est une signature qui aurait eu du sens. Vraiment, c'est un endroit très attirant. Mais peut-être préférait-il Sainz ou une autre piste, peut-être sont-ils aussi contraints par Mercedes, on le verra à la conclusion de ce mercato. Et du côté d'Esteban, Williams offrait sûrement un rôle moins important, moins dominateur, moins à l'aise que celui que Haas peut lui offrir. Et on peut aussi noter que cette saison, Williams montre qu'elle n'est pas encore tout à fait prête, que les changements nécessaires à sa renaissance vont devoir être extrêmement profonds, potentiellement assez longs, puisque l'écurie fonctionne sur des bases assez vieilles, et je peux aussi dire qu'il y aurait eu une concurrence avec Alexander Albon qui ne me semblait pas idéale puisque leur profil me semble collé, deux pilotes qui auront 28 ans la saison prochaine, qui veulent se battre pour être dans un avenir plus ou moins proche, un pilote du très haut de la grille. Bref, dans une certaine mesure, on aurait pu avoir une réminiscence du duel qui l'a opposé à Pierre Gasly, et ça c'était pas forcément souhaitable. Tout n'était pas parfait donc du côté de Williams et donc il reste Haas. Certains ne comprennent pas ce choix et c'est vrai qu'à première vue, il peut sembler très surprenant puisque dans l'histoire, à part peut-être au tout début à la création de l'équipe, personne n'a jamais vraiment considéré Haas comme un endroit où vraiment on signe par envie sur le mercato. Ceux qui l'ont fait, ceux qui sont arrivés chez Haas étaient dans une situation bien différente de celle d'Esteban Ocon qui, on l'a dit, est dans son prime entre guillemets. Quand on voit qui a signé chez Haas dans l'histoire, il y a soit des jeunes parfois un petit peu contraints et forcés, Mazepin, Schumacher, Gutiérrez, ou alors des gars comme Hülkenberg et Magnussen qui sont revenus en F1 pour faire des remplacements et qui ont voulu relancer leur carrière. Voilà, c'est vraiment une première qu'un pilote choisisse Haas comme un vrai projet sportif. Haas, c'est un petit, ils ont toujours galéré, ne construisent pas leur voiture eux-mêmes, n'ont pas vraiment de perspective d'aller très haut, et c'est presque par moments une écurie blague sur la grille. D'ailleurs, faites le test autour de vous, parlez de Haas à des personnes qui suivent un petit peu la Formule 1, et très vite ils vous le diront, mais pourquoi Ocon a signé là-bas? Ça n'a pas de sens. Et dans une certaine mesure, on va pas trop les contredire non plus, on va pas mentir, signer chez Haas, c'est pas le plan de carrière de rêve, si tu y signes, c'est que tu peux pas aller chez Mercedes ou chez Red Bull par exemple, c'est vrai, et l'historique de l'équipe, il est pas extrêmement glorieux, sa place dans la hiérarchie, elle est reculée, elle l'a toujours été, et il est presque impossible de l'imaginer un jour être sur le devant de la scène. Oui, mais premièrement, il faut dire que le vrai Haas, il est très loin du cliché qui lui colle à la peau. Si vous continuez de vous moquer de Haas comme on le faisait il y a 2-3 ans, voilà, vous avez 2-3 ans de retard. Ce n'est plus le Haas qui manque d'argent, qui commence à faire n'importe quoi et qui doit, en solution de dernier recours, prendre Mazepin et l'argent d'Uralkali, ce qui a complètement anéanti l'équipe. Mais depuis, elle s'est relevée, elle s'est reconstruite et la réalité d'aujourd'hui, il faut la voir, elle n'est plus du tout de matière à faire sourire. Haas n'est plus une blague du tout. Le Haas d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui d'il y a 2-3 ans, il n'est plus dans la galère pure et dure, il s'est remis sérieusement au travail et il tourne aussi la page non seulement Mazepin évidemment, mais aussi celle de Günther Steiner qui n'était plus là et qui symbolisait une époque où Haas était un petit peu caricatural et limité. D'ailleurs, quand on regarde les résultats globaux sur la dernière décennie, en enlevant évidemment l'époque Mazepin ou en prenant juste les 2-3 dernières années, eh bien, qu'est-ce qui justifie de mettre Sauber ou Williams au-dessus de Haas dans la hiérarchie? Eh bien, absolument rien, c'est même plutôt le contraire.
Et là, on peut même parler d'un nouveau as, un tout nouveau depuis quelques mois, évidemment avec l'arrivée d'Ayao Komatsu, qui a changé beaucoup de choses, qui donne envie aussi de tenter l'aventure. Il y a un partenariat avec Ferrari qui marche très bien et qui a été prolongé très sereinement jusqu'en 2028. La restructuration au niveau des méthodes, qu'elles soient financières, humaines ou sportives, elle est en train de se faire. Et là, on a vu un miracle pour As, une upgrade en cours de saison apportée à temps et qui marche, qui lui permet de rester dans la course, dans le milieu de peloton. Voilà, As est en train de changer et en plus, Gene Haas, qui il y a quelques années avait l'air d'avoir plutôt envie de se désengager, a là clairement envie de s'investir encore plus. Tous les feux sont au vert, les perspectives sont encourageantes, la base est saine, l'environnement en mutation, bref, Haas apporte des garanties. Et puis elle offre à Esteban un rôle de numéro 1 clair, une confiance totale et une bonne relation de travail, peut-être le plus important à ce stade de sa carrière. Et puis on a aussi l'exemple d'Hülkenberg qui prouve que signer chez Haas, ça peut être l'occasion de se faire ou se refaire une cote, potentiellement d'ensuite rebondir dans une meilleure équipe. Hülkenberg a prouvé qu'on pouvait être le meilleur du milieu de peloton, un pilote qu'on regarde après ceux des top teams, et donc ça c'est une position, on le sait historiquement en Formule 1, qui est très agréable pour ensuite soit monter plus haut avec cette même équipe, soit aller dans une meilleure équipe. Bon, je vais pas vous survendre Haas, on la connaît, ça fait partie des 5 plus faibles équipes du championnat, on les imagine pas un jour être parmi les top teams, aller chercher ne serait-ce que des podiums à la régulière, bref, ça évidemment pas, l'équipe reste structurellement limitée dans certains domaines et aussi un petit peu sous la tutelle de Ferrari dans un certain sens, c'est impossible de leur imaginer un destin glorieux, mais aujourd'hui, quand on regarde l'état du team, le moment dans lequel se trouve la carrière d'Esteban Ocon et les options sur le marché, bah ouais, je trouve que c'était le choix parmi ceux qu'il avait, qui avait le plus de sens et là où il pourra peut-être le mieux se sentir et le mieux s'en sortir. Perso, j'aime donc plutôt bien ce choix, même si forcément on aurait peut-être espéré Mercedes ou quoi, mais je l'aime plutôt bien et j'attends évidemment vos avis en commentaire. Dernière partie de cette vidéo, parlons des conséquences de ce nouveau transfert sur ce mercato qui dure depuis 6 mois et qui petit à petit, pièce après pièce, commence à se finaliser, à moins que bientôt on enlève des parties du puzzle que l'on pensait déjà assembler. Bref, ça c'est un autre débat. Alors première conséquence évidemment, bien ça sent la fin pour Kevin Magnussen. Personnellement, je ne le vois rebondir ni chez Audi ni chez Williams, qui pourraient être ses deux seuls points de chute. Donc je crois que oui, cette fois, alors qu'on pensait que c'était déjà le cas il y a 2-3 ans, et bah cette fois c'est vraiment la fin de la carrière après quasiment 2 départs. Mais bon, pour moi, ça ne fait que suivre la logique des performances plutôt déclinantes et en tout cas en dessous du niveau du plateau. Deuxième conséquence ou observation, on voit que Carlos Sainz est toujours bloqué et bloque avec lui le reste du mercato, celui des petites équipes. En fait, je pense que l'Espagnol attend toujours de savoir où pilotera Max Verstappen en 2025. Je sais qu'il a un contrat Red Bull pour encore très longtemps, mais ça ne veut quasiment rien dire. Et quand on voit les événements récents, sportivement parlant et humainement parlant, au sein de l'écurie autrichienne, on se dit qu'à tout moment, Max peut péter un plomb, partir dans son seul endroit, c'est-à-dire Mercedes, et à ce moment-là, il y a un siège Red Bull extrêmement intéressant qui s'ouvre, et je pense que Sainz, tant qu'il a la priorité sur Alpine, Williams et Sauber, il va attendre de savoir ce que fait Max. Si jamais Max fait une folie, je pense que Carlos cherchera à aller chez Red Bull et sera sûrement leur choix numéro 1. Sinon, je l'imagine signer chez Alpine, je pense qu'il a mis un stop d'abord à Sauber, puis ensuite à Williams pour l'écurie française. Donc voilà, je pense que c'est la situation actuelle. Troisième échelon, une fois qu'on saura pour Carlos et donc pour Max, je pense que le reste risque de coulisser tout seul, notamment autour de 3 noms, 3 pilotes. Antonelli, qui trouvera une place soit directement chez Mercedes, c'est tout à fait probable, et c'est plutôt mon pari à ce jour, soit chez Williams, ce qui est aussi tout à fait possible, soit chez Alpine, c'est l'écurie pour un moteur allemand, mais ça j'y crois pas trop. Après on a aussi Bottas, qui a priori n'est pas censé rester chez Sauber, mais on le verra, c'est le flou dans l'écurie bientôt allemande Audi, et donc peut-être qu'il peut trouver une place chez Williams, en tout cas je pense que c'est son souhait numéro 1. Et après, il y a Douane, qui est le plan B d'Alpine, si jamais la piste Carlos Sainz ne se concrétise pas. Soit dit en passant, on ne se fait plus d'illusions sur la suite de la carrière de Joe et de Sargent, elle ne se fera pas en Formule 1. Le Chinois cherche plutôt un rôle de 3e pilote et l'Américain lui cherche à ne pas se faire virer là dans quelques courses, ce qui à mon avis pourrait très vite arriver. Globalement d'ailleurs, après Spa, je pense que beaucoup de choses vont changer à l'impulsion du clan Red Bull, on y arrive dans quelques instants, et à partir de là, les places d'Antonelli, de Bottas, de Douane, tout ça va vraiment se concrétiser, on risque peut-être même de perdre Sargent à ce moment-là, bref, l'été, la trêve des usines ne sera pas la trêve des mercatos. Dans tout ça, disons aussi un mot de Sauber. Ils ont Hülkenberg, ce qui est déjà extrêmement bien, mais à côté, c'est le flou le plus total et il n'y a même plus aujourd'hui aucune rumeur. Tous les pilotes ont refusé un à un aujourd'hui. Plus personne ne semble lié à cette équipe.
Est-ce que du coup ça veut dire que Bottas ou Zhou ont une chance de rester? J'y crois moyen. Est-ce que c'est la chance de Théo Pourchaire qui est pilote de l'académie? Peut-être, on ne sait pas. Il y a une saison qui est vraiment faite de haut et de bas assez impressionnant. Ou est-ce que du coup ils vont peut-être choisir Zayn Maloney, l'autre pilote de l'académie qui performe plutôt pas mal en Formule 2? Est-ce qu'ils vont se tourner vers un jeune, une surprise, un coup de folie? Enfin la chance de Drugovich, ou alors peut-être Douane, Bortoleto, Paul Aron, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'occasion pour Mick Schumacher de retrouver enfin un siège en Formule 1? Peut-être, on rappelle qu'il est allemand. Ou est-ce qu'ils vont se retrouver avec un des rejetés du clan Red Bull? Peut-être Perez, peut-être Ricciardo. On ne sait pas, et franchement à ce stade, c'est plutôt inquiétant. En tout cas, je pense clairement que Sauber, dans ce mercato, était à la base la potentielle première roue du carrosse. Elle est aujourd'hui la dernière. Ils ont perdu l'avantage et ils choisiront à la fin entre ce qu'il restera sur le côté de la route. Et puis pour terminer sur le mercato, il y a la famille Red Bull où on ne comprend plus rien. Peut-être qu'on en saura plus justement après Spa. C'est un week-end vraiment décisif. Déjà, il y a Max qui est là, mais qui peut se retourner à tout instant. Il y a Perez qui est en difficulté comme jamais. Il y a Ricciardo qui est un échec, mais qui conserve une certaine cote. Il peut être promu chez Red Bull un peu du jour au lendemain. Il y a Tsunoda qui finalement performe, mais n'est absolument pas considéré par l'état-major. Il y a Lawson à qui on a promis un siège. Et il y a Isaac Hadjar qui est le meilleur talent Red Bull depuis pas mal d'années et qui s'apprête sûrement à être champion de F2. En tout cas, c'est le meilleur pilote F2 de la saison. C'est un vrai merdier. Bon, tout ça devrait se régler en interne chez Red Bull, sauf départ no Max, mais là on ouvre encore un autre scénario qu'on ne va pas évoquer ici. Et en gros, on a 3 places pour 5 pilotes. Il y a une décision qui devrait arriver notamment sur Perez après Spa, qui accompagnera Verstappen chez Red Bull. Perez, Ricciardo, Lawson, Tsunoda peut-être même, Hadjar direct, on ne sait pas. Et du coup, en conséquence, qui sera le duo chez Vicar? Mais est-ce que Ricciardo et Perez peuvent perdre leur place chez Red Bull en F1 tout court? Bref, c'est vraiment n'importe quoi. Mais on verra, on en reparlera notamment après ce Grand Prix de Belgique, où pour moi, une partie importante de la suite pour Red Bull est en train de se jouer maintenant, notamment concernant Sergio Perez. En tout cas, Esteban Ocon chez As, ça c'est fait. J'attends évidemment vos avis là-dessus en commentaire. On verra les prochaines pièces du domino qui vont tomber, peut-être du côté de Red Bull et ensuite vers Sainz, etc., etc. pour enfin avoir une grille complète. Ça dure depuis 6 mois. Franchement, moi ça me régale. J'aime beaucoup ces situations d'incertitude. Essayer de décrypter les jeux de contrat et les jeux de dupes, personnellement, ça me régale. J'espère que c'est aussi votre cas, sinon la période doit vous sembler assez longue. Perso, je trouve que c'est assez excitant pour le futur. L'an prochain, les nouveaux duos, les nouvelles carrières. Tout se joue maintenant. Allez, sur ce, merci à tous, mettez un like si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner également si vous voulez voir mes autres vidéos. On se quitte avec Enzo Ferrari qui note que la Scuderia est la seule équipe à avoir son duo scellé dès le mois de février. C'est très bien, ça permet d'avoir du temps pour se concentrer sur les évolutions. D'ailleurs, on le voit, ces derniers temps, la voiture a fait un clair bond. Bon, au moins, ils ont leur duo depuis longtemps. Ça, voilà, ça on peut pas leur enlever. À bientôt.